Quelques précipitations sur Cotonou. Ce matin, le thermomètre affiche 28 degrés avec un ciel toujours nuageux. Mesdames et messieurs, bonjour, voici les titres. Retour du ministère de la Communication dans le premier gouvernement du président Romuald Wardani. Approchés par nos équipes, certains professionnels des médias ont donné leurs appréciations sur ce choix opéré par le nouveau président. Les réactions à suivre dans ce journal. Plus que quelques heures avant le démarrage officiel des épreuves du CEP 2026, dans cette édition, nous vous proposons un reportage sur les derniers moments de révision dans une école primaire. Et puis, édition 2026 de la Relève Afrique, Étienne Ventura et Montre Comédie ont dévoilé le programme de cette édition qu'accueille Cotonou aux hommes des médias et aux participants. C'était à l'occasion d'une conférence de presse. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Le premier gouvernement du président Romuald Wardani continue de susciter des réactions. Aujourd'hui, Canal 3 nous propose celle des professionnels et responsables de médias au sujet, notamment du retour du ministère de la Communication. Virgile Arodegnon a interviewé Bresso Goubi, Sylvanus Aimavo et Agapit Maforican, respectivement vice-président du CNPA, chargé de la presse écrite, conseiller à l'ODEM et directeur général de E-Télé. Suivez-les. Le CNPA, de commun accord avec l'UPMB, on a sorti un communiqué pour saluer le retour. C'est le retour du ministère de la Communication, notre ministère de tutelle. Voilà. La HAC, c'est une institution de régulation et de protection des libertés. Mais en temps, il s'est trouvé que la HAC semblait jouer les deux rôles. Mais de façon classique, c'est le ministère de la Communication. Donc, qui est notre interlocuteur direct et avec qui nous pouvons travailler. Nous avons des chantiers ouverts, l'aide de l'État à la presse, etc. C'est le ministère qui porte avec les fêtières en attendant d'aller vers la HAC. Donc c'est le bienvenu. C'est une décision très noble, ce retour, parce que nous attendons cela depuis que ce ministère n'existait pas. On se disait, mais à qui notre destin a été confié? Et la HAC faisait déjà jouer son rôle, mais on a compris que c'était pas. Il y a parfois le besoin qu'on soit géré par un ministère. Donc ce retour va nous permettre d'abord de constater que le pouvoir actuel a à cœur la vie des médias. Ce retour exprime que le président Wardani a voulu, disons, à une politique et estime que ce ministère devrait revenir dans le giron gouvernemental et donc l'a créé. On a parlé du retour, on a pu parler simplement de la nomination d'un ministre de la Communication et en charge des médias, parce que chaque président a sa politique. Le président Talon a estimé en mai 2021 qu'il n'était plus nécessaire d'avoir un ministre de la Communication et des médias, parce qu'il disait que la communication gouvernementale était déjà assurée par le porte-parole et que les médias devraient relever totalement de la HAC qui doit s'occuper de leur fonctionnement, de la formation, de la régulation. C'était un peu la lecture que le président Talon faisait. Quelles sont donc alors les attentes et les défis de ce ministère pour la presse béninoise? On retrouve Agapit Napoléon Maforican, toujours au micro de Virgile Arodegnon. C'est déjà la réorganisation de la profession. Face à l'intelligence artificielle, face à la numérisation, face au développement exponentiel du web, les médias classiques, par exemple, doivent se refonder. L'entreprise de presse classique ne doit pas disparaître. Il y a une économie de marché à repenser, une économie des médias à repenser. Et repenser l'économie des médias voudrait dire quoi? Quel est l'état des lieux du marché des médias aujourd'hui? On a combien d'entreprises de presse? Il y a combien qui sont réellement viables? Il y a combien peuvent s'améliorer? Il y en a combien qui ne peuvent pas? C'est au niveau de cette analyse, pour voir un peu les forces et les faiblesses de ce marché des médias, des opportunités qu'il y a, des menaces, pour dégager une option de gestion, une politique nationale. Et ça, c'est plus facile pour l'État de le faire à travers le gouvernement que pour la HAC. Donc, il y a ce travail-là, recréer l'entreprise de presse et l'économie des médias
et la problématique de la fiscalisation. Je pense que l'entreprise ne peut pas être taxée comme n'importe quelle entreprise. Du coup, il faut repenser aussi l'imposition de l'entreprise de presse et le statut du journaliste. Le chef d'État partisan voulait que les journalistes vivent de leur art. Mais tout le monde attend ça. Mais combien d'entreprises de presse réellement sont viables? Combien d'entreprises ont une comptabilité disons, normale? Combien peuvent tenir une dizaine de personnes? Et ainsi de suite. Et d'autant que dans l'environnement dans lequel nous sommes, la polarisation à outrance a plongé beaucoup de confrères dans la facilité. Et donc, il faut bien revenir aux fondamentaux pour que la création de ce ministère des médias soit vraiment profitable pour tous les acteurs du secteur. On reste avec les médias et la maison des médias. Thomas Meillanson a un tout nouveau visage. Une descente du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ce vendredi a permis aux journalistes et autres acteurs présents de découvrir un édifice entièrement rénové. Ce qui était une ambition des autorités d'alors devient, grâce à la continuité de l'action publique, une réalité dont la finalité est de faire de la maison des médias un véritable centre d'excellence au service des professionnels des médias. Je vous invite à suivre le reportage de Virginie Rodin. Le 1er octobre 2025, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication annonçait la rénovation de la Maison des médias qui affichait à cette date un état de délabrement avancé. Vous devriez l'avoir constaté depuis le portail. Le bâtiment ne tient vraiment plus. 7 mois plus tard, Edouard Locaux revient voir la Maison des médias sous un tout nouvel aspect. Nous voudrions exprimer notre profonde gratitude à tous les acteurs qui ont contribué à la concrétisation de cette œuvre importante pour la presse béninoise. Nous rendons un vibrant hommage au président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'était le président Talon qui a décidé. C'est grâce au président Wadahi qui a fait diligence vraiment personnellement avec moi pour que ça aille si vite et si bien. Nous allons faire rapidement un projet d'équipement de la maison des médias que nous allons soumettre à tous les partenaires. Le défi de l'équipement moderne de la maison des médias est cher au président de la RAC. Ce dernier souhaite que cette maison ainsi rénovée retrouve sa dignité et sa vocation au service de la démocratie et du professionnalisme. Dans un autre registre, le monde entier a célébré ce jeudi 28 mai la journée mondiale de la faim. Pour marquer cette célébration, l'ONG The Hunger Project Bénin a organisé à Cotonou un grand briefing média pour partager avec les professionnels des médias les actions menées ces dernières années et celles en cours pour éradiquer l'insécurité alimentaire au Bénin. Les organisateurs n'ont pas manqué de présenter les objectifs et missions de l'organisation à l'assistance. Ingrid Day, Moufid Sabouron. Une alimentation saine, variée et accessible à tous. C'est tout le sens du combat que mène l'ONG The Hunger Project Bénin. En cette édition 2026 de la Journée mondiale de la faim, l'organisation réitère son engagement à œuvrer pour éradiquer l'insécurité alimentaire au Bénin et dans le monde, tout en mettant en avant les résultats probants obtenus ces dernières années. Hunger Project Bénin a créé 18 épicentres dans 18 communes et a mis en œuvre plusieurs projets spécifiques dans des domaines de la sécurité alimentaire, la nutrition, de l'inclusion financière, du genre et de l'autonomisation de la femme, dans les domaines de l'accès à l'eau potable et dans les domaines de la promotion de l'entrepreneuriat et de la protection de l'environnement. La fin de la faim est entre nos mains. Tel est le thème fédérateur retenu cette année. Ce message sonne comme un cri de ralliement pour mobiliser les acteurs du développement, les institutions, les partenaires et les communautés autour de solutions durables. Que nous soyons des institutions, des médias,
des partenaires, des communautés ou simplement des citoyens, nous sommes un maillon indispensable de la solution. Plus que jamais, accélérons cette transformation. Ensemble, brisons le cycle. Ensemble, agissons. Rendons le combat contre la faim visible, car la solution est effectivement dans nos mains. Malgré les nombreuses actions menées par le gouvernement et The Hunger Project, la situation reste préoccupante. Selon l'organisation, plus de 36% des enfants de moins de 5 ans accusent des retards de croissance et 26% des ménages souffrent d'insécurité alimentaire, particulièrement en milieu rural. Consciente de ces défis, l'ONG ne compte pas s'arrêter en de si bons chemins. De nombreux projets sont en cours et de nouvelles initiatives seront bientôt lancées pour remporter cette lutte vitale. L'hygiène menstruelle, ce sujet autrefois tabou et très peu discuté en public, commence par être abordé dans plusieurs milieux pour faciliter une meilleure compréhension des adolescents et des jeunes. Certaines écoles ont réussi l'exploit de former des pères éducateurs qui aborderont ces sujets sensibles avec leurs camarades afin de créer une ambiance de confiance et de solidarité autour des filles. C'est une initiative du gouvernement du Bénin soutenue par des partenaires techniques. L'objectif est d'aider les filles à mieux gérer leur hygiène menstruelle et éviter les grossesses précoces et la déscolarisation. Une de nos équipes a suivi une séance des pères éducateurs au CEG Banikwara. Voici le reportage. Merci. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Une sensibilisation sur le port des serviettes hygiéniques. Ces élèves du Collège d'enseignement général de Banikwara brisent les tabous liés à la santé sexuelle reproductive et surtout à la gestion de l'hygiène menstruelle. Et c'est en pleine récréation qu'ils sensibilisent leurs camarades. Et pour les couches traditionnelles, on plie ça et ensuite on place. Et la partie où le sang va rester, la partie là doit être un peu épaisse. Et concernant des couches recyclables, ça a des boutons. Donc quand on place ça sur le slip, on pince ça derrière pour que ça aussi, ça ne tombe pas. Pour les couches jetables, il y a des parties qui ont de colle qui vont garder le slip. Donc on colle la partie là. Ces pères éducateurs sont formés dans le cadre du projet FABA Cash Plus Care, un projet du gouvernement béninois financé par le Royaume des Pays-Bas et le Canada et exécuté par l'UNICEF et ses partenaires, notamment l'Organisation internationale EDUCO. Le choix des pères éducateurs relève d'une étude minutieuse. Les enfants pères éducateurs sont des enfants d'abord modèles dans leur communauté, qui travaillent bien, qui ont une bonne mode de vie et qui sont désireux de pouvoir aider leur communauté. Ce sont eux que nous avions, avec l'aide de l'administration, identifiés au sein de l'école, à qui nous avions administré diverses formations et eux, à leur tour, ils relaient ces informations-là de façon périodique auprès de leurs pairs. Grâce à cette formation, les élèves ont compris qu'il n'y a aucune discrimination à entretenir vis-à-vis des filles. Mieux, le leadership féminin est stimulé et entretenu. Les garçons doivent soutenir les filles lorsqu'elles sont menstruées parce que les menstrues sont des phénomènes naturels qui arrivent à toute fille normale. Au-delà de la gestion de l'hygiène menstruelle, cette opération participe sensiblement au maintien des filles à l'école parce qu'elle réduit les cas de grossesse précoce et surtout les décrochages scolaires. Dans un passé récent, on en comptait à tour de bras. Mais depuis que ce projet-là a été mis sur pied, par exemple, il y a juste 72 heures que j'ai déclaré 0 grossesse pour le trimestre. Ces enfants prennent désormais leur destin en main en se faisant former et en formant à leur tour leurs camarades. Plus de tabous, plus de grossesse précoce, plus de décrochage scolaire pour ces nombreuses filles. Je le disais à l'entame de cette édition, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires 2026 planchent lundi prochain. Pendant les dernières heures en classe, l'instant était consacré aux révisions. Une équipe de la rédaction a fait un tour à l'école primaire publique de Zogbo Groupe D pour assister
à ces moments de dernière révision. Voici le constat. Quel est le point qui permet de soulever facilement la charge? Ici. Oui. Le point C. C'est le point C. Pourquoi le point C? Ce sont les épreuves d'éducation scientifique et technologique qui occupent les candidats au certificat d'études primaires ce mercredi matin. À l'école primaire publique de Zobodé, enseignants et écoliers unissent leurs efforts. L'objectif, aborder les épreuves du CEP avec une assurance totale. Actuellement, on fait les révisions des cours qu'on avait fait avant et on traite des épreuves. J'ai des difficultés en dictée. Je vais bien apprendre mes leçons de grammaire, d'orthographe et de conjugaison. À la maison, c'est moi-même qui révise les cours. Et à l'école, le directeur nous aide à réviser, à traiter les épreuves. Je suis prête à traiter les épreuves le jour des examens. Ils sont 56 candidats, dont 22 filles, à participer à ces séances de révision intense à l'école primaire publique de Zobodé. Ce dispositif, initié par le ministère des Enseignements maternels et primaires, vise à rehausser le niveau des apprenants pour maximiser leurs chances de réussite. Nous avons fini déjà les leçons et nous sommes au temps de révision. Et notre ministre aussi a élaboré un plan d'encadrement qu'on appelle soutien pédagogique à l'endroit des candidats. Nous sommes dans la deuxième semaine de cette organisation et sans vous mentir, nous sommes prêts pour affronter les épreuves. Les enfants sont prêts, nous attendons le jour J pour, comme d'habitude, marquer les 100%. Le directeur de l'établissement a par ailleurs prodigué de précieux conseils à ses élèves pour les guider sur le chemin du succès. Je voudrais inviter les élèves à persévérer, avoir foi en soi-même. On va parler religion et à l'instar des fidèles musulmans du monde, ceux de la cité historique d'Abomey étaient aussi en fête pour l'Aïd el-Kébir. Les pratiquants de l'islam dans la ville se sont d'abord retrouvés à la place Idi pour la grande prière. L'instant d'évocation a été saisi pour rappeler la portée de la fête du mouton, mais aussi prier pour la nation et ses gouvernants. Et M. Hélène Amoussou, Georges Odona. Cette prière matinale pour témoigner reconnaissance et fidélité à Allah le Tout-Puissant et Miséricordieux. La séquence de communion pour ces fidèles musulmans marque à Abomey le début de la célébration de la fête de la Tabaski ou fête du mouton. L'événement du jour, c'est connu, l'histoire ne change pas. C'est l'histoire d'Abraham et son fils Ismaël. Les fidèles connaissent déjà cette histoire-là. Aujourd'hui, ce que nous vivons vraiment un moment de prière et de communion à l'endroit de la communauté musulmane de façon générale et de la ville d'Abomey en particulier. Prêches, exhortations, immolations de béliers et autres ont marqué la manifestation ici à la place Idi d'Abomey. L'occasion a également été saisie pour implorer les bénédictions et protection de Dieu sur l'ensemble du gouvernement, son chef, ainsi que l'ensemble des filles et fils du Bénin. Nous avons prié tout à l'heure et nous avons prié surtout pour le nouveau gouvernement, à sa tête le président Romuald Wardani. Nous allons continuer de prier parce que sans mentir, nous avons vu ce que le président sortant, Patrice Talon, comment il a changé ce pays en disant son prédécesseur, il faut prier, le soutenir dans tous les sens pour que lui aussi fasse même plus. Et il s'agit de rendre grâce à Dieu. Je salue tous les religieux ici présents. Nos traditions, ils ne sont pas oubliés. Je demande à tout le monde, les religieux, de continuer à prier pour le président Wardani afin que cet temps-là soit couronné de succès. La présence des chefs de diverses obédiences religieuses a été saluée par plusieurs. Cette acceptation des uns et des autres constitue un terrain fertile pour la paix et le développement d'Abomey et du Bénin tout entier. À Natitengu, la grande prière a mobilisé les fidèles musulmans à la grande place Idi. Plusieurs autorités politico-administratives ainsi que les responsables d'autres confessions religieuses et des cultes traditionnels étaient aux côtés des fidèles musulmans. Alassane Harouna.
Allahu Akbar. Deux unités de prière conduites par l'imam central de la ville, El Hadj Nouroudine Sani, à la place Idi de Nati Tengou, prise d'assaut par les fidèles musulmans en ce jour mémorable de l'Aïd el-Kébir. Allahu Akbar. Après ces deux rakats, place au sermon au cours duquel l'homme de Dieu va invoquer Allah et demander sa clémence afin que règne la paix au Bénin. Oh âme, craignez Allah le plus exalté, rahmatan lil alamin, wa qudwatan lil alamin. Après cette étape empreinte de solennité, l'imam central de la ville va procéder à l'immolation de sa bête, donnant ainsi le top à toute la communauté qui devra en faire de même une fois de retour à la maison. Nous avons suivi le message, la prière de l'imam central qui a prié pour le président de la République qui a été investi. Et il a prié pour toutes les autorités. Je pense que c'est un message fort pour nous et pour le monde entier. Et je demande à toute la population de l'Atakora à accompagner le président et tout son gouvernement. Le fait de retrouver les différentes autorités politico-administratives, les leaders religieux, toutes confessions religieuses confondues présentes ici, cela dénote de la force et montre à nos communautés que la cohésion sociale est quelque chose que nous devons pouvoir travailler à conserver. Célébrée 70 jours après le Ramadan, la Tabaski, la plus grande fête de la communauté musulmane, est marquée par l'immolation d'une bête conformément à la tradition du prophète Abraham, en signe de soumission à Allah. Et pour finir, Cotonou accueille du jeudi 4 au samedi 13 juin prochain l'édition 2026 de la Relève Afrique. C'est une compétition artistique et culturelle qui met en lumière une nouvelle génération d'humoristes africains. Ceci à travers une sélection exigeante et une mise en réseau continentale des humoristes pour leur permettre d'avoir accès à un encadrement professionnel et des scènes prestigieuses et une visibilité médiatique. L'initiative émane de Étienne Ventura et est portée par Montre Comédie. En conférence de presse cette semaine, les organisateurs ont dévoilé le programme et les activités au menu de ce programme. Florence Bossa, Jocelyn Barika. Cotonou, le carrefour de la scène du rire africain. Après plusieurs saisons ayant rassemblé plus de 1000 candidatures, généré 41,5 millions de vues digitales et fédéré une large communauté, cette édition de la Relève Afrique, dénommée All Star, met à l'honneur 14 artistes marquant des saisons précédentes, rejoints par 2 rookies sélectionnés lors d'un casting en ligne organisé dans 10 pays. Les participants vont bénéficier d'un encadrement artistique à travers des masterclass, des ateliers et l'accompagnement de coachs de référence. Alors à la clé de cette saison, il y a un passage sur la scène du Montreux Comédie. Donc le gagnant va évidemment se produire au Montreux et cette année on a voulu pimenter un peu les choses et motiver nos jeunes talents avec à la clé un gain de 5 millions de francs. Le programme va s'ouvrir avec les demi-finales prévues les 4 et 5 juin 2026 à 19h30 à l'Institut français du Bénin à Cotonou. 2 soirées de compétition vont réunir plusieurs humoristes tous les soirs devant un public appelé à départager des prestations décisives pour l'accès à la suite de l'aventure. Également, nous avons eu 2 lauréats béninois qui ont bénéficié d'un voyage en Suisse avec des formations à l'appui et tout ça avec l'encadrement technique du groupe Montreux. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui continue d'ailleurs et qui nous a permis de gagner aujourd'hui la finale de cette année, édition All Star. À travers cette édition, la Relève Afrique réaffirme son ambition de faire de l'humour un espace de formation, de circulation des talents et de rayonnement international pour les artistes africains. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Et très belle fête aux mamans par anticipation.